c'est bon là. Ouais, il est éteint. Bon, merci à celles et ceux qui étaient déjà avec nous à la table ronde précédente et qui n'ont toujours pas faim et qui sont toujours là. Bon, évidemment, on reste sur la thématique du travail, mais cette fois, on aborde un sujet qui touche en fait beaucoup de gens. C'est la santé mentale face aux réalités du travail. Donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet des RPS. Si on en parle maintenant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de signaux forts. Il y a une montée en puissance des risques psychosociaux, je ne vous apprends rien. Une explosion de l'absentéisme, hein. Les chiffres n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Il y a une grande fatigue de la part des salariés, des liens au travail qui se fragilisent aussi. Et puis en même temps, il y a des salariés qui expriment de nouvelles attentes sans trouver forcément les réponses qu'ils souhaitent. Donc pour éclairer ces enjeux, donc là nous sommes 5, donc ça va être un petit peu difficile de faire le ping-pong entre vous tous et répartir équitablement la parole, mais je vais essayer de le faire au mieux. Donc tout d'abord, Grégory Mikolov, donc vous êtes infirmier en psychiatrie dans le public et docteur en philosophie au CNAM. Bonjour. Floriane, vous êtes médecin globaliste en santé au travail et créatrice de la fresque du stress. Peut-être que vous aurez des conseils à me donner. Étienne, vous êtes psychiatre et membre de l'équipe de Compare Dépression. Aude Dargenlieu, vous êtes psychologue clinicienne et directrice générale de l'IAPR. Et Anne-Sophie Vive, vous êtes présidente de l'association Hellburn et fondatrice des Burnettes qui accompagnent les femmes vivant un burn-out. Est-ce que je suis bien jusqu'à présent? Ok. Peut-être que pour commencer, on va... Oui, c'est très bruyant. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on commence par vous, Grégory, parce que vous appartenez au laboratoire qui a participé à la création du terme de RPS. Quand on parle de santé mentale au travail, de quoi on parle exactement? Parce que ça peut paraître assez flou finalement. Est-ce que vous avez un micro? Bonjour. Alors d'abord, merci de m'avoir permis de participer à cette table ronde. Donc, je suis membre associé au Centre de recherche sur le travail et le développement, comme ça a été dit, du CNAM de Paris. Mais j'ai une activité hospitalière aussi en tant qu'infirmier, mais cadre supérieur de santé, dans le champ de la psychiatrie notamment, mais plus largement sur le champ du soin. Sur la question des RPS, je dirais que il y a eu nettement de progrès depuis qu'il y a une prise de conscience qui a débuté par les vagues de suicides qui ont eu lieu entre 2006 et 2009 dans les entreprises de France Télécom notamment. Le pouvoir public a bien réagi en demandant une enquête, et notamment aux experts du CNAM, pour voir un petit peu ce qui se passait du point de vue du rapport au travail, qui échappait complètement à tout le monde et qui était lié aussi à des contextes de réforme. Et donc comme aujourd'hui, je pense que la majorité des travailleurs vivent des contextes de réforme un peu partout, il y a des points à comprendre dans le rapport qu'on entretient au travail et la question des changements. Donc je vais prendre un petit contre-pied peut-être sur la question des RPS, c'est-à-dire que Yves Clos, qui est fondateur de la clinique de l'activité, dit que ce n'est pas les gens qui sont malades, c'est le travail qu'il faut soigner. On pourrait dire que quand les gens sont malades, il est déjà un peu trop tard. Et c'est vrai que l'ambition de la prise en charge et de la prévention des RPS, c'est d'agir en amont, bien sûr, mais sur le contenu du travail. Et c'est là peut-être encore qu'on a des progrès à faire, parce qu'on s'intéresse beaucoup avec la qualité de vie au travail à tout ce qui est périphérique au contenu du travail et pas forcément au contenu réel du travail. Je m'explique. Le mot travail, déjà, on entretient un rapport particulier à ce mot-là parce que c'est un mot qui est polysémique, qu'il convient un petit peu d'explorer. On entretient un rapport subjectif qui est très lié à nos histoires. Le travail, on en a tous une représentation qui est souvent attachée à nos histoires familiales, à nos histoires personnelles, à nos milieux sociaux. Et on ne prend peut-être pas assez le temps aujourd'hui de s'interroger sur ce que c'est que le travail. Et les sociologues comme les philosophes disent
qu'on a un déficit de connaissances anthropologiques du travail. Et aujourd'hui, on cherche beaucoup de solutions sans avoir analysé le problème. Et c'est un petit peu comme ça que je vais poser la question. C'est-à-dire que si ce n'est pas les gens qui sont malades, si c'est le travail, il faut considérer les RPS comme une symptomatologie d'un travail malade. Et donc, il nous appartient de comprendre ces symptômes de l'intérieur du contenu du travail. En clair, le travail, ce n'est pas l'action. Hein, le travail, c'est un mot valise, on peut y mettre tout, mais ce n'est pas l'agir humain. Le travail est avant tout une activité humaine. C'est-à-dire que là où il y a travail, il y a une personne humaine. S'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de personne humaine, c'est plus du travail, c'est de la robotisation ou de la mécanisation. Et on va voir que vous avez vu tout à l'heure l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut parler de travail? Ça pose des questions. Donc le travail est avant tout lié à une activité humaine. Et donc cette activité humaine, elle est aujourd'hui mise en tension, fortement en tension, par les nouvelles organisations et aussi par le management. Pour deux raisons. Nous avons subi un changement de modèle fort il y a 200 ans environ, avec la révolution industrielle, qui a séparé la conception et l'exécution de la tâche. La conception est effectuée dans le bureau des méthodes, hein, sous la révolution industrielle, et l'exécution, c'est pour des gens qui ne pensent pas la tâche et qui l'exécutent, hein, une tâche pensée par d'autres. On pourrait dire qu'aujourd'hui, comme le dit Daniel Linhart, on assiste à un néo-taylorisme, puisque les métiers du service de la relation à la personne se sont largement développés dans nos pays occidentaux, mais que paradoxalement, l'idéologie taylorienne résiste. Elle se métamorphose sous d'autres formes d'organisation, et c'est un petit peu ça qui met en tension les subjectivités. Je ne vais pas développer là, je n'ai pas le temps, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est peut-être que nous avons un rapport subjectif au travail, mais nous vivons dans un monde de plus en plus objectif. Aujourd'hui, le maître mot des organisations de travail, c'est la maîtrise des coûts, l'efficience, la maîtrise des processus de production. Et l'ingénierie envahit tous les métiers, y compris les métiers du soin, y compris les métiers de la relation. Aujourd'hui, même une femme de ménage qui avait l'habitude de s'organiser comme elle le voulait pour faire le travail en temps voulu, doit suivre des process. C'est-à-dire que le processus de production du travail est déconnecté du réel. En clair, une infirmière qui travaille aux urgences, qui accueille 200 patients dans la journée, ne peut pas prédire à l'avance le comportement du patient ni l'état de santé du patient. C'est pareil pour le médecin. Si le processus est pensé en avance, qu'en est-il du rapport réel à la personne qui arrive? Vous comprendrez comment la violence aux urgences, le sentiment d'insécurité est majoré par l'incertitude et les aléas de l'activité. Et ça, c'est un problème majeur aujourd'hui, puisque les temps de délibération dans le travail sont évacués, puisque l'efficience réduit le travail à l'objectivité, c'est-à-dire qu'à l'acte. Tout ce qui n'est pas un acte, quantifiable, objectivable et piloté par indicateur, est évacué de l'organisation. Ça veut dire que le coût subjectif du travail est relégué à l'extérieur de l'organisation. En clair, c'est l'affaire de l'individu. Yves Clos nous dit « l'activité réelle ne correspond pas au résultat ». C'est-à-dire que pour faire une simple prise de sang, ce n'est pas la prise de sang uniquement qui compte, c'est toute la préparation, avant, après et tout le reste. En clair, les gens qui souffrent d'insomnie, les premiers signes souvent d'alerte sont les insomnies, c'est-à-dire qu'un travailleur qui est soumis à une intensification du travail parce qu'il doit réaliser des actes dans la journée n'a plus le temps de se poser pour parler avec ses collègues, pour échanger et pour évaluer la valeur de l'action, c'est-à-dire d'un coût subjectif de l'action par rapport aux décisions qui ont été prises en situation. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce qui veut dire que si on n'a pas le temps de faire ça pendant le temps d'organisation de travail, humainement parlant, ça nous rattrape. Christophe Dejour dit « le réel résiste ». Le réel va résister et c'est la nuit qui va nous réveiller. Parce que si je n'ai pas analysé un petit peu ou échangé, si je ne me suis pas adossé sur mon collectif de travail, je risque d'être impacté subjectivement et ça c'est coûteux. C'est le coût subjectif du travail. Et ça, ce n'est pas pris en compte dans les organisations du travail, c'est pris en compte par la qualité de vie, mais de manière périphérique, c'est-à-dire pas comme je vous le raconte là. Hein? Et donc ça veut dire qu'on subit une atomisation sociale, y compris dans le travail, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus isolé. Et l'isolement extrême dans le rapport subjectif à la tâche amène à ce qu'Hannah Arendt appelait l'essolement, c'est-à-dire la désolation.
Alors moi, j'ai fait une thèse sur le suicide au travail, notamment dans le secteur de la santé, puisque je suis un soignant, et j'ai pu constater un petit peu cette évolution de l'isolement, c'est-à-dire que le collectif ne fait plus ressource pour l'action individuelle, selon Yves Clos. C'est-à-dire que l'objectivité de la tâche, il faut enchaîner des tâches, coupe l'individu, à la fois dans ses ancrages subjectifs, c'est-à-dire dans ce qu'il veut y mettre de lui dans le travail, mais en plus dans l'histoire du métier lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un présent qui compte. Hein, l'objectif, le résultat. Et donc là, c'est une dimension anthropologique du travail qui est touchée, percutée, et qui peut conduire au stress, qui peut conduire à l'insomnie, puis après à des signes qui deviennent graves. Et le burn-out, cette consommation de l'intérieur, hein, qui est ce coup subjectif qui finit par brûler de l'intérieur la subjectivité et finit par empêcher les gens, ce que Yves Clos appelle l'activité empêchée, hein, c'est cette incapacité ou cette impossibilité du fait de l'organisation ou du contexte de travail qui ne me permet pas de faire ce que je voudrais y faire pour que ça marche. Et ça consume les êtres. Voilà, je ne vais pas développer. Merci beaucoup. Voilà, et en plus, c'est génial parce que vous avez commencé à faire une transition en abordant le stress juste après. Donc, merci beaucoup Grégory pour cet éclairage. On va justement poursuivre donc sur cette notion de stress. Donc, je me tourne vers vous, Floriane. Vous êtes la créatrice de la fresque du stress. Qu'est-ce qui, dans l'organisation du travail, entretient ou crée ce stress chronique qui nous touche de plus en plus? Oui, alors donc j'ai créé ça parce que je me suis trouvée confrontée en santé au travail à une vraie épidémie. Le point commun des situations que je recevais le plus, c'était un stress soit mis au premier plan, soit au second plan. Donc les gens venaient en consultation avec des problématiques qui pouvaient être très physiques, très somatiques. Et en fait, en grattant, on se rendait compte qu'il y avait tout un contexte. Et donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour les sensibiliser, pas attendre les temps de consultation où finalement je suis déjà dans de la prévention très tertiaire pour pouvoir faire quelque chose. Donc c'était ça l'idée de la fresque. Et donc qu'est-ce que j'ai pu moi attraper dans ces entretiens qui m'ont fait penser que en effet on avait quand même un gros sujet. Déjà ces questions de changement. C'est la grande réorganisation hein, quand même. Hein. Ça n'arrête pas. Alors il y a des problématiques évidemment qu'il va falloir considérer. Hein. On ne va pas non plus être dans le déni de certains points. Économiquement, c'est pas facile partout. On manque de personnel. Ok, donc il y a des vrais sujets. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment on fait avec ces réalités-là? Ça suppose en effet de s'engager dans des changements. Le problème, c'est que le changement, ça fait peur. Hein, d'ailleurs, il y a une Surtout phrase. quand il est permanent. Oui, et en plus, ça a tendance à être un peu répétitif l'affaire. Mais ça, j'ai une piste pour expliquer pourquoi c'est trop répétitif ces changements. Il y a une phrase qui dit quand même, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Donc avec ça, on se dit qu'on devrait plutôt rester comme on est. Sauf que des fois, comme on est, ça ne va pas. Donc le changement, ça peut être quand même nécessaire. La question, c'est de comment on l'organise. Parce qu'on parle de réorganisation, mais le changement lui-même s'organise. Ça nécessite de prendre le temps d'en discuter, d'y réfléchir, d'inviter les premières personnes concernées à participer à la discussion, de co-construire. Et ça, c'est ce que je vois le moins, la co-construction de ces réorganisations. Moi, je vois beaucoup de crispation de la part des collaborateurs ou des agents. Enfin, je vais plutôt utiliser le terme d'agent assez spontanément parce que je travaille dans la fonction publique. Et les agents, en fait, on les invite à des ateliers pour préparer justement la nouvelle organisation, la fusion de deux directions. Et en fait, tout a déjà été pensé. Donc, comment voulez-vous que les gens ne soient pas en colère ? Voilà. Oui, on manque d'inclusion, en fait. Donc, il y a un problème déjà quand on parle de changement, de collaboration, de co-construction de ces réalités de réorganisation du travail. Parce que le fait est que faut pas nier non plus les problématiques. C'est comment on y va, mais comment on y va ensemble. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que moi, dans la fonction publique, je vois une grande tendance à l'ultra-polyvalence. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'ultra-polyvalence? Alors, ultra, c'est encore mieux qu'hyper, c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même un truc qui monte.
Et la polyvalence, c'est vraiment ce qu'on attend d'un agent public. C'est-à-dire que je peux très bien avoir quelqu'un qui, un jour, était dans le service finance et le lendemain, il passe au service culture. Moi, ça me paraît dingue parce que je sais pas, c'est pas les mêmes compétences, quoi. Sauf que dans la fonction publique, on attend des agents cette ultra polyvalence, ce qui fait qu'il n'y a plus personne qui est expert de rien. Et c'est embêtant parce que ça pose la question des compétences et de la formation. Quand on n'est pas compétent, on est en insécurité, on est stressé. Et c'est normal, tous. Oui, parce tous. qu'on a le sentiment d'être interchangeable finalement si on est spécialiste. Alors déjà, il y a ça, il y a cette problématique-là qui pose d'autres questions, d'appartenance à un collectif, à plein de choses, de qui on est, parce qu'on se décrit quand même beaucoup par notre métier. Donc, sur le plan identitaire, je trouve que ça pose des vraies questions. Mais le fait est que si on prend juste ça sous l'angle des compétences, imaginez, j'ai dit ça une fois en réunion, il y a une DRH qui m'a dit « Oui, c'est sûr, mettez-moi aux finances la semaine prochaine, vous allez voir ». Bah oui, on ne penserait pas faire ça pour des cadres plutôt haut placés dans l'organisation. Pourquoi est-ce qu'on le ferait avec des gens qui ont des catégories socio-professionnelles un peu moins élevées? Ils le vivent mal, hein, c'est normal, hein, ils le vivent mal, ils n'ont pas les compétences, ils sont stressés, donc on est en plein dans les RPS. L'autre chose, pour faire écho à ce que disait Christophe Nguyen tout à l'heure, c'est cette grande tendance aussi au multitasking. Ça, c'est une catastrophe. C'est hyper à la mode, visiblement, mais je peux vous dire que sur le plan cognitif, c'est une catastrophe. Les études, elles sont claires sur ce que ça amène en termes d'impact. C'est de la fragmentation attentionnelle, c'est un coût cognitif. Donc on a toutes les chances de s'épuiser si on continue de faire comme ça. Alors il y a une partie du multitasking, donc cette tendance à faire 15 trucs en même temps qui s'explique par l'hyperconnexion, mais il n'y a pas que ça. Parce que moi, quand j'interroge les gens sur la manière dont ils travaillent, je me rends bien compte qu'il y a des problématiques qui relèvent de eux, comment ils s'organisent. D'ailleurs, Sonia Lupien, qui est une grande spécialiste du stress au Canada, a écrit un bouquin super, Stress au travail versus stress du travail. C'est un pavé de 500 pages. Mais qui est top. Donc si vous avez envie de lire les 500 pages, je vous encourage. Sinon, vous trouverez des super conférences qui durent 1 heure. Et vous aurez l'essentiel. En gros, qu'est-ce qu'elle dit? Super, le Covid a confiné les gens chez eux. C'est une situation qu'on ne peut pas proposer en laboratoire parce que ce n'est pas hyper éthique. Mais il se trouve que l'histoire nous l'a proposé. Donc ça a permis d'étudier ce qui se passait. On s'est dit, les gens ne vont plus être au travail, donc du coup, ils ne vont plus être stressés. Eh bien si. Parce qu'en fait, il y a le stress du travail, de comment on travaille. Moi, j'avais une collègue en face de mon bureau qui, pour le coup, était hyper stressée, qui a fait un burn-out, très clairement. Et puis, en fait, un jour, elle me dit « j'y arrive pas », ça partait dans tous les sens. Et elle me dit « j'ai trop de dossiers ». Et puis, elle me dit « je commence, je peux pas terminer, Et je dis « ça te prend combien de temps un dossier ?» 1 heure, 1 heure et demie, selon les cas, si c'est complexe. Très bien. Et je lui dis, et donc là, tu viens de commencer ton dossier, mais en vrai, tu as combien de temps devant toi? Elle était entre 2 rendez-vous, une assistante sociale. Là, j'ai 10 minutes. Je dis, alors pourquoi tu le commences? Tu sais que tu vas devoir t'arrêter. Tu vas même pas pouvoir rentrer dans la tâche. Voilà. Donc, il y a aussi comment on s'organise. Il y a aussi de s'autoriser à avoir des moments protégés, du temps dédié, protégé de deep work, de travail en profondeur. Pour atteindre quoi? Le flow, F-L-O-W. Et là, on touche à non pas seulement la performance, mais l'efficience. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, vous n'avez pas fait moins de trucs, vous les avez fait mieux, plus vite et avec un coût énergétique moindre. C'est de la sobriété énergétique appliquée à soi-même. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent ça. Mais on devrait y aller. Mais ça nécessite de se connaître aussi. Exactement, et d'avoir au moins un tout petit peu compris comment, effectivement, pas que nous, mais globalement l'humain fonctionne. Et c'est tout l'enjeu de la sensibilisation, de la formation. Donc ce grand changement, cette ultra-polyvalence, cette tendance très à la mode du multitasking, à l'hôpital, j'appelais ça de la air médecine. Vous avez des gens à la blouse au vent toute la journée, vous avez l'impression qu'ils font plein de trucs, en fait ils font rien du tout. Voilà. Donc on n'est pas obligé d'avoir l'air d'être hyper agité pour être efficace. C'est pas vrai. Donc on peut aussi se focaliser un peu et vous allez voir que ça peut donner des choses intéressantes. Malgré tout, il y a des métiers qui impliquent une certaine fragmentation de l'attention. Je pense aux métiers d'accueil.
c'est extrêmement difficile de tenir un poste d'accueil. Moi, j'ai beaucoup observé mes secrétaires à l'époque où je travaillais en PMI. Elles doivent accueillir le public, elles doivent répondre au téléphone, elles doivent remplir des Excel. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des erreurs? C'est pas possible. Voilà. Merci beaucoup Floriane. Donc du coup, maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe très concrètement dans les entreprises quand les salariés ont besoin d'aide. Aude d'Argentlieu, du coup, vous accompagnez beaucoup de situations différentes. Quelles sont les formes de détresse que vous voyez le plus dans les entreprises aujourd'hui? Alors, j'interviens au titre voilà, de toute une équipe qui s'appelle l'IAPR, Institut d'accompagnement psychologique et de ressources. Donc, c'est une équipe qui existe depuis plus de 25 ans. Donc, il y a une grande expérience de l'accompagnement du travail, comme d'autres l'ont dit. Et l'événement d'aujourd'hui voilà, nous fédère, je dirais, des anciens et des modernes autour de cette question de la santé mentale. Et depuis 25 ans, bien sûr, les choses ont beaucoup changé. Depuis 25 ans, on est parti sur les situations les plus graves au départ. Et l'IAPR a été fondée par la RATP et la GMF. C'est un groupe de psychologues voilà, au service de toutes les situations de détresse, de fatigue grave qu'on pouvait rencontrer, soit suite à des accidents, soit suite voilà, à des agressions. Puis progressivement, le monde du travail a changé. Et donc, on a étendu nos actions sur tous les champs de la prévention, voilà, primaire, comme ça a été déjà dit dans d'autres tables rondes, secondaire, c'est-à-dire la formation, tertiaire, continuant toutes les prises en charge. C'est la raison pour laquelle vous avez 2 bulles oranges au sein même voilà, de l'événement d'aujourd'hui, comme le pull de Romane. C'est des bulles pour pouvoir se poser, pour pouvoir poser un sujet préoccupant à titre professionnel ou personnel. Et Floriane l'a très bien dit, il faut se poser pour penser ce qui se passe. Si on ne pense pas avec un E, eh bien on va se mettre à le penser avec un A. Vous voyez, moi je suis psychologue de formation, donc je n'ai pas loupé mes réflexes. J'ai d'abord travaillé 7 ans en entreprise, et puis après j'ai été 15 ans psychologue clinicienne dans des lieux divers, et puis je suis revenue dans le monde du travail. Et donc, j'ai vu que le monde du travail avait énormément changé en 15 ans. Et c'est sans doute parce que je suis une passionnée du travail que j'y suis revenue, alors que j'étais tout autant une passionnée de la psychologie et une passionnée du fait qu'on puisse passer d'une situation qui ne va pas bien à une situation meilleure. La situation de détresse qu'on voit, les situations de détresse qu'on voit dans les entreprises, elles sont nombreuses. Détresse, vous savez, les psychologues disent, c'est la DZ. Alors ça ne s'écrit pas en 2 lettres, comme les jeunes pourraient l'écrire, mais enfin pourquoi pas. La DZ dont parle Freud, c'est que le nourrisson, quand il est tout petit, il a besoin d'aide pour grandir, pour prendre ses repères, pour apprendre à marcher. Dans les entreprises, c'est la même chose. Il y a des moments où on est en DZ, on est en détresse. Et pourquoi on est en détresse ? On arrive, je dirais, avec plusieurs sphères. Avec une sphère sociale qui est plus fragmentée, qui est plus difficile. Je veux dire, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, je dirais qui est un premier pétale du trèfle. Un deuxième, c'est la vie privée. Mais la vie privée aussi peut être plus fragmentée, il peut y avoir plus de séparation, il peut y avoir plus de familles monoparentales, il peut y avoir des efforts à faire beaucoup plus importants du fait de l'aidance aujourd'hui, du fait de parents qui vivent plus longtemps, qui ont des problèmes d'autonomie beaucoup plus graves qu'avant. Donc, quand on arrive au travail, on attend d'avoir des relations, un contexte de travail ressourçant. IAPR, c'est accompagnement psychologique et ressources. Avant, c'était et recherche, je fais le lien avec le début de la table ronde, mais c'est très important. Or, quand on arrive dans le lieu du travail, on ne le trouve pas toujours. Ça ne fonctionne pas toujours si bien, parce qu'il y a plein de process, comme ça a été dit. Et comme a dit Floriane, il faut pouvoir poser les choses. D'où l'importance d'avoir des espaces un peu bulles, qui soient dans le monde du travail ou dans des lieux autres, ou en tout cas d'avoir des portes sur lesquelles on puisse se dire qu'est-ce qui se passe. Je prends un temps de recul, qu'est-ce qui se passe. L'IAPR a plus de 450 clients, donc beaucoup d'entreprises qui proposent des services d'accompagnement de leurs salariés. Je n'ai pas tellement envie de vous parler des autres, j'ai même envie de vous parler de l'IAPR. L'IAPR, ça va plutôt bien. Mais je dirais, même à l'IAPR, il y a des personnes qui ont eu des difficultés de santé psychique, il y a des personnes qui ont eu des événements professionnels vraiment très douloureux, très brutaux, et qu'il faut accompagner. Si on n'en connaît pas un minimum, il ne s'agit pas de tout connaître, mais si on ne repère pas le changement de comportement d'un collaborateur un jour,
On sait qu'il y avait quelque chose d'un peu fragile, une séparation. On n'en mesure pas toujours les conséquences, ça ne nous regarde pas, mais on peut aller lui parler. Et à ce moment-là, oui, il y a une vraie prévention prise en charge avant que ce soit vraiment catastrophique. Parce que la détresse, j'ai envie de dire, ce n'est pas encore catastrophique si on demande de l'aide. Aude, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans votre développement, c'est que vous introduisez un peu une idée qu'on n'a pas beaucoup développée pour l'instant, c'est que le travail peut aussi être un lieu de prévention. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a aussi voilà, des collègues qui peuvent repérer une situation difficile, un manager qui peut être attentif ou bienveillant, des médecins du travail auxquels on peut avoir accès. Et c'est aussi, finalement, le travail n'est pas forcément le lieu de tous les maux, mais ça peut être aussi un relais quand on manque d'appui dans sa vie à côté. Absolument, c'est fondamental pour moi. J'ai été, je vous l'ai dit, psychologue pendant 15 ans, c'est-à-dire que pendant 15 ans, les personnes ont fait la démarche de venir me voir et je les ai aidées. Et puis tout à coup, je me suis retrouvée en entreprise et je me suis dit, le soutien psychologique en entreprise, ça doit être vraiment pipeau. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le soutien psychologique en entreprise, il va au-devant des personnes. Il va au-devant des personnes, pas seulement par des psychologues, mais par le fait qu'on aide les collaborateurs à être attentifs les uns aux autres. On aide les managers à réaliser que prendre 5 minutes pour parler avec quelqu'un, ça peut changer la relation, ça peut éviter que se déclenche un conflit grave d'incompréhension entre collègues ou avec un supérieur hiérarchique. Donc la première chose, c'est que les personnes soient attentives à elles-mêmes. Et donc ça, il est important de former des managers, de former des RH, bien sûr, ça c'est un rôle de transmission qu'on a de toute l'expérience d'accompagnement que conduisent des psychologues, mais c'est aussi important que tout le monde soit sensibilisé au fait qu'aussi les collègues peuvent s'apercevoir que quelque chose ne va pas et prendre 2 minutes pour orienter. Et il y a beaucoup de situations de détresse, c'est vraiment ce que j'ai découvert depuis 15 ans, qui n'auraient pas été prises autrement que dans le lieu du travail. Donc le lieu du travail doit aussi être un lieu ressource parce qu'il y a d'autres personnes. Ce qu'on croit profondément à l'IAPR, c'est que la ressource principale, c'est la rencontre de l'autre, c'est la présence. C'est pour ça qu'on fait des bulles où il y a des psychologues en vrai. La Fondation Falleret partage pleinement également notre orientation, parce que l'autre, c'est une ressource déjà par sa présence. Alors, la difficulté, c'est de ne pas être tous derrière des écrans. Ça, c'est certain. Et de réfléchir à ce qu'on fait ensemble pour que les uns et les autres coopèrent, créent et soient heureux. Au hasard de mon surfing sur Internet, je suis tombée sur une expression que le travail rassasie l'âme. Je me suis dit, oula, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on peut y arriver? Eh bien oui, parce que je pense que en plus des 3 pétales que je vous ai évoqués, si on prend un temps pour poser les choses, on a un 4e pétale, on tombe sur un trèfle à 4 feuilles. Et le trèfle à 4 feuilles, c'est une fois que les personnes savent qu'elles sont sur un travail qui a du sens, on en a parlé, mais sur un travail sur lequel ils contribuent vraiment, ils apportent quelque chose, ils sont co-créateurs d'un processus ou d'un quelque chose de plus grand qu'eux. Vous savez, c'est celui qui met des pierres les unes sur les autres ou qui alors construit une cathédrale. C'est un peu ça le sujet. Et on a besoin de prendre du recul sur tout ce qui se passe dans le travail, de réaliser avec qui on est et de réaliser qu'on peut prendre des temps de convivialité et qu'effectivement, le travail, c'est une ressource et qu'à ce moment-là, il participe d'un équilibre encore plus grand. Et qu'en fait, ceux qui n'ont pas de travail, c'est encore pire. Même s'il y a beaucoup d'autres choses, même s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le travail, à partir du moment où on est avec les autres, on est quand même beaucoup mieux équipé. Merci beaucoup, Aude. On va prendre maintenant un petit peu de recul avec ce que nous dit la recherche, donc avec vous, Étienne. Vous travaillez avec l'équipe Compare Dépression, qui suit de très près les parcours des personnes concernées par la dépression, du coup. D'après vos travaux, comment on fait la différence entre une dépression et un burn-out? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Quels sont peut-être les premiers signes? Quels sont, Alors, merci beaucoup. Dans nos travaux, donc, moi c'est vrai que je suis psychiatre de formation, j'ai fini mes études de médecine il n'y a pas longtemps, et en fait le burn-out en tant que tel, Florian me corrigera si je dis des bêtises, mais c'est pas enseigné en tant que tel dans les facs de médecine comme une entité diagnostique. Et pour les psychiatres aussi, en fait, moi j'ai jamais eu de cours sur le burn-out, donc ça me permet de bridger avec
en fait, enfin, c'est difficile. Le burn-out, c'est pas dans les classifications médicales, donc c'est pas un diagnostic en tant que tel. Après, il y a énormément de travaux qui existent. Et en vrai, ça devient quand même un diagnostic parce que ça a trois caractéristiques qui me semblent. C'est un triangle entre épuisement au travail, perte de sens, dépersonnalisation, cynisme, pessimisme. Donc épuisement, pessimisme. Et le troisième, c'est une perte d'efficacité et une perte de la sensation d'efficacité personnelle. D'accord. La dépression, et il y a un recoupement déjà au niveau de l'épuisement. Les gens qui sont en dépression sont souvent très fatigués. On a l'image de gens qui sont souvent très tristes, qui pleurent tout le temps. Ça peut être un symptôme, mais ce n'est pas que ça. La dépression, c'est avoir de moins en moins de plaisir à faire des choses en dehors du travail. Donc le travail, s'il me fait plaisir, me fera de moins en moins plaisir, mais ça va aussi déborder sur ma vie personnelle dans la dépression. Passer du temps avec mes enfants, passer du temps avec ma fiancée, aller au cinéma, jouer aux jeux vidéo, m'occuper de mes enfants, faire des choses qui normalement me font plaisir, me font de moins en moins plaisir, voire plus du tout plaisir quand je suis au travail. Il peut y avoir beaucoup d'anxiété et de stress dans le burn-out, mais aussi dans la dépression. Et ce qui, pour moi, fait la différence, en tout cas ce que j'utilise dans ma pratique clinique, c'est de savoir en fait comment les gens sont quand ils ne sont pas au travail, dans le cadre d'un arrêt maladie qui a pu être prescrit par le médecin traitant, de congés ou le week-end. Est-ce que les gens en fait ont quand même du plaisir à faire les choses, n'ont pas de troubles du sommeil, n'ont pas de problème d'appétit ou l'appétit est augmenté ou diminué? Et si en fait on voit que ces difficultés-là, elles persistent malgré le repos, malgré les vacances, qu'il y a donc cette fatigue, cette perte de plaisir, et je suis désolé, j'en parle, c'est pas très drôle, qu'il commence à y avoir des idées suicidaires, donc des idées noires qui peuvent commencer par quelque chose d'assez banal. Un copain qui me disait, voilà, parfois ça m'arrive de me dire que si je m'endormais, que je me réveillais pas, ça serait pas plus mal. Ou s'il m'arrivait quelque chose de grave, ou s'il m'arrivait un accident, ce serait pas plus mal, quoi. Voilà. Si on commence à avoir des idées comme ça, je pense que on est vraiment plutôt dans le champ de la dépression. Dans tous les cas, moi, je pense que pour s'orienter comme ça en pratique, je pense que ça peut être toujours intéressant, en tout cas dans la pratique. Moi, j'ai de plus en plus de patients qui viennent adressés par la médecine du travail. Je sais que parfois, il y a beaucoup de critiques qui sont faites aux médecins du travail, un peu dans la... Voilà, mes parents travaillent dans des boîtes du CAC 40. On a souvent un peu parfois des images, un peu des stéréotypes, mais je trouve que les médecins du travail sont très bons pour dépister, faire la part des choses entre burn-out et dépression. Et les médecins traitants, en fait, les médecins généralistes, en général, alors, ils ont beaucoup de choses à faire, ils sont eux-mêmes sous une charge de travail intense. Mais les médecins traitants sont généralement très bons aussi en fait, pour identifier les situations qui relèvent d'un suivi, qui relèvent voilà, d'un burn-out, qui va passer à la faveur qui se soigne entre guillemets par une prise de distance, peut-être un arrêt de travail, peut-être des congés, peut-être voilà, des interventions psychologiques, et quelque chose qui relève plus d'un avis avec un psychiatre. Voilà. Nous, dans Compare Dépression, donc, il y a une cohorte à laquelle vous pouvez participer si vous considérez que dans votre vie, vous avez fait une dépression, que vous en faites une actuellement. C'est une cohorte tout en ligne. Vous tapez comparedépression.php.fr. Et en fait, on a fait une étude où on a demandé à 4000 personnes qui avaient une dépression dans leur vie, dans le passé ou actuellement, pour vous, c'est quoi les causes perçues de votre dépression? S'il fallait nommer 3 causes de votre dépression, qu'est-ce que ça serait? Et en fait, chez les hommes, la première cause qui revenait, donc là, c'est pas avec 3-4 personnes, c'est sur plusieurs milliers de personnes en France, représentatives de l'échantillon de la population française. Les hommes citaient le travail en cause numéro 1 et les femmes en cause numéro 2. Et les femmes, en fait, causaient aussi d'autres choses. Alors, c'était travail au sens vie professionnelle, mais les femmes, en fait, citaient très fréquemment également le travail dit domestique, parce que vous savez qu'il y a donc une asymétrie avec une surcharge domestique pour les femmes, malheureusement, dans le pays. Et les femmes citaient également très fréquemment cette cause-là. Voilà. Mais c'est étonnant de voir que pour les hommes, c'est la cause numéro 1, c'est la charge symbolique du travail pour les hommes qui est encore plus importante. En fait, moi je pense que dans cette étude, en tout cas mon ressenti en ayant lu les verbatim, c'est des verbatim assez courts, c'est des questionnaires, si vous participez à Compare, vous verrez, l'idée c'est pas de prendre trop de temps aux gens, donc on demande maximum aux gens, c'est pas du soin, c'est de la recherche, de nous donner 10 à 15 minutes de leur temps tous les 2-3 mois. Et en fait, on demandait aux gens quelles sont les causes de votre dépression. Et les hommes vont plus dire travail, stress au travail en premier, et les femmes vont dire travail, ou elles vont aussi dire la gestion donc, voilà, des affaires, je dis, domestiques ou de la vie privée au général, charge mentale, la gestion des aidants, enfin le statut d'aidant aussi. Une personne, une femme ou un homme de 50 ans a souvent en fait un parent qui a 70-80 ans et qui en fait commence à avoir des problèmes de santé, il faut s'en occuper aussi. Voilà. Donc je pense que, et ça, enfin voilà, c'est un truc générationnel, mais je pense que
chez des femmes de 40-50 ans, c'est pas perçu comme du travail. Voilà. En tout cas, c'est mon opinion. Eh ben, merci beaucoup, Étienne. Maintenant, on va passer un peu à l'après, parce que qu'est-ce qui se passe après un burn-out, notamment? Parce que Anne-Sophie Vive, vous accompagnez des femmes qui ont vécu un burn-out au sein des burn-out. Pourquoi avoir créé un espace spécifique dédié aux femmes, justement? Alors pourquoi les femmes? On s'est rendu compte quand on voit les chiffres et certaines études que les troubles psychiques liés au travail sont 2 fois plus importants chez les femmes. Et on voulait comprendre en fait ce phénomène-là. On sait que les troubles psychiques augmentent, mais pourquoi pour les femmes plus? On a eu quelques éléments de réponse dans les précédentes tables, notamment avec la généralisation du télétravail. C'est principalement des causes sociologiques, des causes sociétales, des conditions d'emploi des femmes avec des métiers à prépondérance féminine qui sont plus exposés, les métiers de la coordination, du care, avec des inégalités professionnelles où il faut prouver plus, avec des difficultés de conciliation vie privée, vie professionnelle, une surcharge dont vous parliez également. En effet, chez nous, les femmes en burn-out, on a fait une étude auprès de 200 bénéficiaires. Les femmes considèrent qu'à plus de 60%, leur burn-out est lié à la fois à la sphère pro et la sphère personnelle, en fait. Ce qui repose la question aussi de la définition du burn-out, parce que l'OMS, notamment, le lie uniquement à la sphère dite professionnelle. Or, nous, on a des personnes qui vont parler de la sphère professionnelle et de la sphère personnelle. On a parlé du burn-out parental, par exemple. On a parlé du burn-out parental. Il y a des études, notamment en Belgique, avec Moira Mikołajska, qui analyse les causes de burn-out parental. Et on a fait un choix dans l'association, nous, de considérer le travail comme toute activité de production, qui soit reconnue socialement ou non, qui soit rémunérée ou non, parce que c'est une vraie entreprise à gérer la maison comme le travail, et on voit des personnes qui sont tout le temps en train de courir après le temps, en fait. Donc on voulait vraiment essayer d'analyser ça. Aujourd'hui, l'association, elle est née d'une initiative de patients, d'une communauté d'entraide qui s'appelle les Burnettes, où on constatait des difficultés de diagnostic. Justement, dès que des éléments personnels étaient évoqués, on avait plus des diagnostics de dépression. Or, on ne se reconnaissait pas forcément non plus dans ce diagnostic-là. Et le problème d'errance de prise en charge, pendant toute notre construction post-burnout, on a l'impression qu'il n'y avait pas de dispositif et que c'était extrêmement compliqué, avec nos vulnérabilités, de trouver en fait ce qu'il nous fallait. Justement, Anne-Sophie, vous accompagnez aussi les femmes dans le retour à l'emploi avec un programme spécifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que c'est vrai qu'il y a le burn-out, ça prend souvent beaucoup de temps. Comment on fait pour se réconcilier avec le travail? Est-ce que c'est possible? C'est peut-être pas toujours possible, mais comment en tout cas aider à cette réconciliation et à ce retour au travail? Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des programmes d'accompagnement post-burnout qui sont basés aussi, on est terrain d'études pour différents laboratoires de recherche. Donc en fait, on fait des recherches-actions en permanence parce que c'est exploratoire, parce qu'il faut essayer de comprendre et développer des choses nouvelles. Et donc en fait on s'est rendu compte qu'il y a différentes phases de reconstruction post-burnout. Il va d'abord y avoir une phase de résistance. Typiquement une personne chez un médecin qui va vouloir l'arrêter, la personne va vouloir ne pas être arrêtée. Quelques semaines après, elle veut retourner au travail et souvent elle va essayer de trouver une porte de sortie. Alors soit elle va démissionner, soit elle va chercher un autre travail. Elle va être dans une phase de résistance et de déni. Il va falloir d'abord l'aider sur cette phase-là à pouvoir lâcher prise en fait. Puis après, il va y avoir une période de récupération physique, mentale, cognitive. Il va falloir mettre la personne au repos en fait. La personne au repos. Et il y a des problématiques d'interoception, c'est-à-dire de ressenti aussi de ses émotions, du lien entre le corps et ce qu'on peut ressentir. Donc il va falloir avoir des approches aussi psychocorporelles. Donc ça, c'est tous les débuts d'accompagnement. Ça n'est qu'après qu'on va être dans une démarche vraiment d'introspection et de compréhension de ce qui s'est passé, de mon rapport au travail, de mon rapport à la parentalité, pour ne pas retomber dans ces mécanismes-là. Donc ça va nécessiter une prise en charge psychologique. Et ce n'est qu'après le moment où on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on sait l'équilibre qu'il nous faut,
qu'on va se projeter professionnellement en fait. Et c'est là qu'il va falloir accompagner, mais il faut vraiment respecter ces phases-là parce qu'on voit beaucoup de personnes qui font par exemple des bilans de compétences en début d'accompagnement et qui vont se reconvertir vers des orientations dites réactionnelles, c'est-à-dire qu'elles vont être en rejet de ce qu'elles ont vécu, souvent en rejet du monde de l'entreprise, souvent en rejet du domaine professionnel dans lequel elles étaient. Et elles vont chercher plutôt des orientations comme de l'auto-entrepreneuriat du bien-être, ça on le voit beaucoup, parce qu'il va y avoir une vocation presque thérapeutique dans cette reconversion en fait. Ça ne va pas correspondre forcément à leurs compétences professionnelles, mais elles vont être dans cette démarche-là en fait de se soigner avec le travail. Et donc c'est pour ça que le programme, en fait, on va essayer de décortiquer tout ça, de décortiquer est-ce que c'était les conditions de travail ou le domaine professionnel qui posait problème, redéfinir en fait cet équilibre et surtout les mettre en situation de travail parce qu'en en fait, il a fallu mettre au repos des personnes qui ont vécu un burn-out, à un moment donné, il va falloir les restimuler socialement, sinon il va y avoir une déshérence sociale, mais les restimuler aussi professionnellement. Nous, on se rend compte dans les études qui sont menées que les personnes post-burnout ont des séquelles sur le long terme, de l'hyperfatigabilité, des troubles cognitifs sur le long terme, ce qui relève parfois du handicap, mais aussi des phobies, voire du trauma lié au travail. Quand on leur fait passer des échelles de trauma, on a des personnes en fait qui sont traumatisées par certains éléments du travail. Il va falloir décortiquer quels sont ces éléments-là pour qu'elles puissent construire un avenir professionnel. Et donc, en fait, on ne va pas réinsérer une victime du travail comme toute autre personne. Il va falloir avoir une démarche thérapeutique. Et ce qu'on travaille, nous, c'est une reconfrontation progressive à des éléments du travail, à du collectif de travail, à la réalisation de missions, dans un contexte sécurisé, avec des psychologues, avec une évaluation des progrès, avec des projets qu'elles vont pouvoir mener pour redonner du sens. Et on va reconstruire. Avec un travail qui a détruit, là, il va permettre de reconstruire. Mais il faut que ce soit vraiment dans une structure adaptée, parce qu'on ne peut pas demander non plus au travail d'être thérapeutique, parce que sinon il est déceptif en fait. C'est-à-dire que dans tout travail, il y aura du stress, il y aura de la fatigue. On essaye de le faire en amont et pendant les phases d'arrêt, ça, jusqu'à faire le lien avec des entreprises, parce que souvent c'est difficile de faire le pas. Et là, on va former des entreprises à l'inclusion de personnes en burn-out. Et on va permettre de faire le lien avec des bénéficiaires pour qu'elles fassent des immersions dans ces entreprises, voire plus si affinité, parce que souvent les personnes qui ont vécu des burn-out, c'est des personnes très compétentes, très impliquées, et quand elles vont revenir dans le travail, elles vont y aller à fond, donc il faut parfois un peu modérer. Et donc on va essayer de faire le pont et déstigmatiser la vision du travail qu'elles ont, mais aussi la vision des entreprises qu'ils ont par rapport à des personnes qui ont fait des burn-out, parce que souvent on ne prend pas le risque d'embaucher quelqu'un qui a fait un burn-out, qui risquerait de s'arrêter, c'est un peu l'inconscient. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie. Moi j'avais une question peut-être où j'aimerais bien avoir chacun peut-être vos réponses, mais peut-être que ça va se croiser, il n'y a pas peut-être 50 réponses possibles. Moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est quels sont les leviers de prévention qui fonctionnent vraiment ? Et aussi, on est quand même l'année de la santé mentale. Est-ce que vous pensez que le monde de l'entreprise a vraiment saisi l'importance de l'enjeu de la santé mentale au travail ? Je vous laisse. C'est une question presque piège. Si je suis avec ma casquette de membre chercheur au CNAM, je dirais que on n'est qu'au début d'une prise de conscience qui est plutôt celle des effets du travail sur les travailleurs et pas encore, comme je disais tout à l'heure, des effets des organisations et du management sur le travail. Et donc, c'est plutôt là que je dirais que le travail doit porter, c'est-à-dire sur cette prise de conscience que c'est pas que apporter des pansements ou sur des jambes de bois, c'est transformer profondément les organisations dont a besoin le travail. Et peut-être là où on est un peu dans l'incapacité aujourd'hui, et on le voit avec l'intelligence artificielle, c'est comme je le disais tout à l'heure, l'industrialisation nous a porté le prêt à exécuter, l'IA risque de nous apporter le prêt à penser. La logique est la même, c'est-à-dire que la technique choisie n'est pas la technique subie. Si ces travaux vous intéressent, il y a Nicolas Daudier qui a fait un livre qui s'appelle L'homme et les machines, qui a déjà exploré il y a quelques années cet axe-là. C'est-à-dire que le progrès est à la fois émancipateur,
mais il peut être à la fois destructeur. Hein. C'est le propre de la modernité quand même. Passer les micros. Alors, est-ce que les employeurs ont bien perçu les enjeux, tout ça, autour de la santé mentale Peut-être le levier, en tout cas, et sur quel lequel levier, en tout cas, appuyer, on pourrait mobiliser. De mon point de vue, il y a beaucoup de questions d'obligations qui se posent. Donc, les employeurs, ils ont des obligations en matière de prévention. Par tout moyen, en tout cas, ils doivent protéger la santé physique et mentale de leurs salariés. Ça, c'est l'article 41-21-1 du Code de travail. Obligation de moyens renforcés. Et en fait, quand on parle de santé mentale, il y a une espèce de gros raccourci là, avec les RPS. Les RPS, donc en gros, pour faire très simple, le stress en milieu professionnel, ça ne comprend pas que la santé mentale. Les impacts du stress sont des impacts sur la santé globale. C'est pour ça que je suis globaliste, hein, soit dit en passant. Parce que la santé, pour moi, elle doit s'approcher de manière globale. Et en premier lieu, les impacts du stress, c'est des impacts cardiovasculaires. Voilà. Donc, si on veut faire de la santé mentale au travail, il ne faut pas juste se pencher sur les RPS, parce que déjà, c'est beaucoup plus large que ça. Les Anglais, ils parlent de flourishing mental health. Donc ça, j'aime bien, parce que c'est plutôt l'idée de la santé mentale plutôt positive, comme ressource. C'est plus promotion de la santé mentale. Et pourquoi c'est un sujet dans le monde professionnel? Je dirais pas dans le monde du travail, parce que Anne-Sophie a raison, le travail, c'est pas que l'emploi. Il y a toutes sortes d'autres formes de travail, comme les danses, la parentalité. Pourquoi c'est un sujet, la santé mentale, dans le milieu professionnel? Parce que le milieu professionnel fait partie du milieu de vie. Le milieu de vie, c'est le premier niveau de proximité de l'individu. Et quand on fait de la santé publique, on sait qu'il faut agir sur les milieux de vie. Et comment est-ce qu'on peut faire ça dans le monde professionnel? Eh bien, en améliorant, ça c'est en tout cas comme ça que je le fais moi, le niveau de littératie en santé des gens. La littératie en santé, c'est comment est-ce qu'on donne accès à l'information, comment est-ce qu'on la rend compréhensible, comment est-ce qu'on aide les gens à faire preuve d'esprit critique, à évaluer cette information pour espérer que derrière se mettent en place des comportements plus promoteurs de santé. Ça, c'est central en santé publique, la littératie en santé. On peut très bien en faire dans le monde professionnel, je fais ça toute la journée. Étienne? Aude veut parler avant moi. Allez-y, il n'y a pas de mauvais sens. Est-ce que les entreprises s'en occupent? Oui. Moi, je dirais il faut mettre le cap sur la santé mentale 2050. Bien sûr qu'il faudra être encore plus nombreux, avec encore plus mobilisés et avoir effectivement une logique de santé globale et intégrative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les psychologues, il y a aussi tous les autres intervenants qui ont été cités. Il faut du soutien pour que quelqu'un aille de bien en mieux. Ça, il faut qu'il y ait des lieux ressources, je pense qu'on le dit tous. Moi, je voulais faire une mention spéciale pour le travail d'Alexia, qui est peut-être très discret, mais qui invite à la respiration. Donc déjà, s'il y a des pauses, des respirations, c'est le premier levier pour que tout aille mieux. Et donc, heureusement qu'on a aujourd'hui des logiques qui prennent plus encore en compte le corps, les approches psychocorporelles. Anne-Sophie l'a très bien dit, c'est fondamental. Très vite, on a une logique cérébrale. Très vite, on est passé à l'école, on a envie d'avoir des bonnes notes, on a envie d'être performant, on se met à un certain niveau de pression et d'exigence. Et tout ça, ça contribue avec tous les autres facteurs qu'on a décrits au fait que ça ne va pas toujours bien. Mais je crois qu'on a, dans cet événement, plein d'initiatives qui montrent que l'entreprise peut être un lieu ressource, un lieu levier, un lieu où on peut détecter que quelque chose a changé dans le comportement de quelqu'un. Et si on le fait suffisamment tôt, vraiment, on prévient des situations beaucoup plus graves. Et ça, c'est notre expérience. Évidemment, il faut qu'on continue. On en fait, j'ai envie de dire, jamais assez. Mais moi, je voudrais finir sur une note d'optimisme. J'ai vu, à un moment donné, avant la crise sanitaire, les facs de psychologie se remplir d'étudiants. Et je me suis dit, l'angoisse. Comment ils vont trouver du travail? Vraiment l'angoisse. Et donc, avant le Covid, moi, j'avais la queue devant l'IAPR, vraiment la queue tous les jours avec des personnes qui venaient chercher du travail. Et puis, il y a quand même eu cette prise de conscience, bien au-delà de l'entreprise, dans tous les secteurs, de l'enjeu de la santé mentale. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les psychologues, ils ont beaucoup plus de travail qu'avant. Et ça, je m'en réjouis, parce que c'était une filière bouchée, il faut quand même le dire.
Et du coup, il y avait une vraie inquiétude. Et au fond, il faut faire confiance que la société génère, je dirais, ce quatrième pétale d'aide qui fait que ça peut aller mieux et avoir un message un peu d'espoir que quand on y réfléchit, quand on y pense ensemble, les choses, on l'espère, en 2050 vont être mieux, même si on a des défis qui sont nouveaux, qui sont nombreux, qui ajoutent plein de contraintes et qu'il va falloir gérer intelligemment. Mais voilà, tous ensemble, on devrait y arriver mieux, comme le disait un très bon slogan de la Fondation Falleret. Et du coup, Étienne, vous ne vouliez pas répondre? Si, pardon. Non, moi j'ai un lien assez périphérique, voire inexistant avec le monde de l'entreprise, donc je pourrais pas. De ma perspective de clinicien, je pense que l'existence en fait de cette bulle, du fait qu'il y a des gens etc. ici en chemise qui sont là, donc montre qu'il y a une prise de conscience et une déstigmatisation progressive. Je pense que cette année, tout le travail de la Fondation Falleret, l'Alliance pour la santé mentale est très riche pour œuvrer pour la déstigmatisation. Après, je pense qu'en effet, il reste du chemin à faire. Nous, dans Compare Dépression, on a regardé et si 76% des personnes qui ont vécu une dépression considèrent que c'est générateur de handicap, il n'y a que 20% des personnes qui... Alors, il y a 40% des personnes qui se sont considérées, lorsqu'elles étaient en dépression, en situation de handicap. 75% considèrent que c'est handicapant, 50% se considèrent, entre guillemets, handicapés ou en situation de handicap. Mais il n'y avait que 20% des personnes qui auraient souhaité, si on leur avait donné l'opportunité, obtenir une reconnaissance administrative de type RQTH, qu'on appelait avant Cotorep. Donc il y a quand même une auto-stigmatisation, en tout cas, alors il peut y avoir, je pense, plein de facteurs explicatifs pour des constellations de carrière, de stigma, de vécu de soi, d'image de soi. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin pour déstigmatiser la santé mentale en entreprise. Moi, je dis, je pense que je passe à chaque fois que je fais un arrêt de travail, et j'en fais toutes les semaines, les gens me disent, est-ce que j'en parle à mon patron, est-ce que je lui dis pourquoi je suis arrêté? Je leur dis non. Voilà, parce que, en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, les gens ont plus à perdre, en tout cas, les gens qui le disent ont plus à perdre encore aujourd'hui à dire qu'ils sont en arrêt de travail pour une dépression. Voilà. Et ça va même jusqu'à, donc moi, du coup, le volet arrêt de travail qu'on envoie au RH, il n'y a pas le diagnostic dessus, mais il y a quand même marqué le nom du médecin. Et il y a des gens, et ça c'est pas moi qui le dis, etc., mais il y a des gens qui ne veulent pas que ce soit moi qui leur fasse l'arrêt de travail, ils veulent que ce soit le médecin généraliste, parce que si on tape mon nom, on voit que je suis psychiatre sur Internet. Voilà. C'est assez révélateur ce que vous dites, parce que c'est vrai que selon les troubles psychiques, il y a une hiérarchisation aujourd'hui. Le burn-out, finalement, il jouit d'une image pas si négative, dans le sens où on l'associe à quelqu'un qui est très engagé au travail, quelqu'un qui va se surinvestir. Bon, après, ça peut être quelqu'un qui, du coup, va être en fragilité et qui peut retourner en burn-out, évidemment. Mais c'est vrai que autant on parle de plus en plus de RPS, de stress, c'est quelque chose qui est rentré dans notre vocabulaire. Mais c'est vrai de dire qu'on est en dépression ou qu'on a un autre trouble psychique, que ça peut être un trouble anxieux ou de la bipolarité, etc., on n'en parle pas encore. Donc, en fait, les troubles psychiques restent encore à la porte de l'entreprise. Et il y a simplement quelques petits facteurs qui sont acceptés comme le stress, notamment parce que c'est quelque chose qui est rentré dans le langage commun. Voilà. En effet, oui, bon, je pense que vous allez me contredire sur le burn-out, mais bon, il fallait que... Non, nous, ce qu'on voit, c'est beaucoup de vécu de honte et beaucoup de personnes qui mentent sur la cause de l'arrêt. Donc, c'est vécu encore aujourd'hui comme une honte parce que c'est en lien avec ses capacités professionnelles. Et donc, avouer qu'on a fait un burn-out, c'est avouer sa fragilité, avouer qu'on n'a pas réussi alors que les autres y arrivent. Surtout que vers la fin, en fait, on commence à faire des erreurs, on a des troubles cognitifs, donc on est moins performant. Et donc, c'est souvent vécu comme une honte, en fait, le burn-out, même si on en parle... paradoxalement, on en parle de plus en plus, et pourtant, c'est vécu comme quelque chose de très difficile à assumer quand on le voit de l'intérieur. Aude, Je dirais un mot parce que c'est vrai ce qu'a dit Étienne sur la stigmatisation, ça reste vrai, hein, cette question des arrêts de travail. Mais je crois que si on veut faire avancer les choses, si on veut faire un levier, et effectivement le burn-out est une situation extrême, il faut que chacun puisse se poser la question, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce qu'on peut simplement se poser cette question parfois? Est-ce que ça va ou est-ce que je suis fatiguée? Et qu'avant
d'avoir la pression, la surcharge, le burn-out. Il faut détecter les premiers signaux en fait, de surtension personnelle, de surtension individuelle. Et souvent, on n'a pas été élevé pour détecter ça pour soi-même. Les managers ne savent pas les repérer pour eux-mêmes, donc ne respectent pas eux-mêmes, parfois, ça a été dit dans les premières tables rondes, leurs limites. Donc si eux-mêmes déjà ne savent pas dire stop, si chacun ne sait pas se dire « il faut que je m'arrête », en fait, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas aller sur un no limit. Effectivement, après, les choses, on a moins de levier. Et le premier levier, c'est s'arrêter suffisamment tôt et réfléchir, se poser. C'est pour ça que j'insistais sur la respiration. Parce que quand on respire, on s'arrête. Et à ce moment-là, monte une pensée, quand on fait une pause, et on peut se demander où on en est. Alors justement, super transition pour le petit outil auquel vous allez pouvoir accéder tout de suite. Sur le site de la fresque du stress, j'ai travaillé à rendre accessible un test de dépistage du burn-out qui s'appelle le Burnout Assessment Tool, qui n'est pas du tout connu, mais qui pour le coup est un vrai test de dépistage. Donc je ne sais pas si le QR code est dans les fichiers quelque part et qu'on peut le projeter, mais sinon vous allez tout simplement sur le site lafresquedustress.com, vous avez dans le menu le test BAT, et vous avez accès au dépistage en 5 minutes. Ce n'est pas un test diagnostic, attention. Quand on fait un test de dépistage, on ne vise pas à faire un diagnostic, ce n'est pas la même chose. En revanche, ça vous donne un score de risque faible, moyen ou fort pour savoir justement où vous en êtes. C'est la photo à l'instant T. Ça reprend donc à la fois des symptômes plutôt cognitifs, émotionnels, des symptômes plutôt somatiques. Ça mesure l'épuisement global. Pas tout à fait comme la définition qui vient de Maslach que tu as proposée. C'est une définition plus récente du burn-out qui prend en compte cet épuisement global qu'est le burn-out. Et vous aurez, en plus de ce score de risque, des commentaires et des conseils, puisque j'ai travaillé toutes les possibilités de réponse pour que vous n'ayez pas juste un score et que vous ne sachiez pas quoi en faire. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un problème de prévention très tertiaire. Et ben, j'en ai fait des marque-pages, je vais en laisser quelques-uns sur la table, que je laisse traîner en salle d'attente et qui me permettent d'attraper des gens qui ne viennent même pas en consultation. Mais malgré tout, la bonne nouvelle, c'est que je vois que régulièrement des gens avec un score de risque faible se testent et ça me donne l'occasion de faire de la prévention primaire. Donc n'hésitez pas à aller vous tester, c'est gratuit, à le diffuser. Le but, c'est de le rendre accessible au plus grand nombre et qu'on puisse, comme tu le disais, repérer le plus tôt possible. Bon, on arrive à la fin de cette table ronde. Merci à tous les 5 pour la richesse de ces échanges. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la prévention, ça reste un point essentiel. C'est vraiment ce qui permet d'agir avant que les situations ne s'aggravent. Ce qui ressort aussi, c'est l'importance de la façon dont on travaille ensemble, comment on organise les journées, comment on fixe des priorités, comment on laisse de la place pour souffler et pour échanger. On voit également qu'il faut des ressources concrètes, des dispositifs auxquels on peut s'adresser facilement, des relais identifiés, des personnes formées pour nous accompagner. Et puis, il y a quelque chose qui est revenu tout au long de notre discussion, c'est la nécessité d'une vraie écoute au quotidien, pouvoir dire quand ça devient difficile, pouvoir demander de l'aide sans être jugé. Voilà, merci encore pour vos éclairages et merci à toutes d'être là malgré l'heure du déjeuner. Bon appétit.